que tu peux rejouer les marionnettes, s'il te plaît? Salut, c'est Sai et aujourd'hui on se retrouve pour la troisième et dernière partie de l'analyse de personnages d'Arthur dans Kaamelott. Mais avant de commencer, je vous rappelle que cette analyse est en fait une trilogie de vidéos. Les deux premières parties sont déjà sorties, donc si vous ne les avez pas vues, je vous ai mis les liens dans la description. Car c'est important que vous regardiez cette trilogie dans l'ordre. Encore une fois, je tiens à préciser que toutes mes vidéos comportent une grande part de subjectivité, et que si vous souhaitez réagir, l'espace commentaire est là pour ça. Ceci étant dit, on n'attend pas une minute de plus. C'est parti pour la troisième et dernière partie de l'analyse de personnages d'Arthur dans Kaamelott. Ouais, allez, je m'habille et je descends. Non, tiens, je m'habille pas. Je sais pas pourquoi j'irais m'emmerder pour ces cons-là. Pour rappel, la première partie était consacrée au livre 6, c'est-à-dire le passé d'Arthur et comment il est devenu roi de Bretagne. Tandis que dans la deuxième partie, nous nous sommes intéressés aux événements des livres 1 à 4. Nous voici donc au début du livre 5, Arthur a enfin récupéré Guenièvre tandis que Lancelot a disparu aux côtés de Méléagant. Oh la vache, j'avais pas compris ça moi. Arthur n'a pas vraiment le temps de reprendre ses esprits, car il doit décider quoi faire des traîtres. Là où n'importe quel autre souverain les aurait mis à mort sans la moindre hésitation, Arthur fait une fois de plus preuve de clémence en les renvoyant chez eux, le temps d'y voir plus clair pour prendre sa décision. Il s'inquiète de la disparition de Lancelot, que beaucoup considèrent comme déjà mort. Moi, aussi bizarre que ça puisse paraître, je me fais de la bile pour Lancelot. Parce qu'il est introuvable, et parce qu'il est fortement envisageable qu'il soit foutu en l'air. Alors puisque vous êtes pas capable de fermer vos mouilles, vous allez décarrer de ma table. Allez hop! Sa dépression gagne du terrain, en parallèle de son intérêt pour la quête du Graal qui ne fait que diminuer au fil du temps. En effet, il est de moins en moins motivé, et cela se ressent dans le moindre de ses échanges avec son entourage. Lui qui prenait toujours le temps d'expliquer les choses à ses chevaliers ne prend même plus la peine de les reprendre quand ils disent n'importe quoi, ou d'intervenir lorsque le ton monte autour de la table ronde. Comme s'il avait déjà baissé les bras et que plus rien ne l'intéressait vraiment. Arthur ne sait plus du tout quoi faire, ses prises de décision ne semblent plus servir directement la quête du Graal, et c'est tellement flagrant que même Guenièvre le lui fait remarquer. Pourquoi vous laissiez tous vos chevaliers former des clans séparatistes alors que l'une de vos plus importantes missions a toujours été de fédérer les clans existants autour de votre royaume et de la quête du Graal? Et les choses ne vont pas aller en s'arrangeant. Après le départ de Lancelot, ce sont Perceval et Caradoc qui quittent le navire. Et comme je l'ai déjà dit dans la deuxième vidéo de cette trilogie, ils jouent un rôle primordial sur l'état d'esprit d'Arthur, notamment Perceval qui était comme un fils de substitution. Oh! Qu'est-ce que c'est que ce chantier? Non mais vous inquiétez pas, sire. Ça reste pas là? Ça reste pas là, mais ça va où? Qu'est-ce que vous trafiquez à trimballer des commodes? Yvain et Gauvin ne tarderont pas à suivre le mouvement, et même si c'était à l'initiative d'Arthur, je suis persuadé que leur départ a tout de même été un choc de plus pour lui. J'interprète le départ d'Yvain et Gauvin comme la métaphore de l'abandon des générations futures. Et comme vous le savez, c'est bel et bien aux générations futures qu'Arthur souhaitait transmettre les enseignements de sa légende. Vous laissez pas embobiner, il cherche à vous rembobiner. Mais le départ le plus déchirant sera clairement celui de Merlin, car il est directement lié au manque de considération d'Arthur à son égard. Lui qui avait pourtant toujours été là pour Arthur, et ce depuis sa plus tendre enfance. Il part suivi par les hurlements des loups, qui résonnent comme un avertissement. Le royaume n'a jamais été aussi mal, c'est le chaos, le début de la fin. Oui, monsieur Blaise, je lui ai torché le cul, moi, Arthur. Je lui ai trouvé un père adoptif. Et tout ça pour qu'il me remplace par l'autre guignol d'Elias de Kellywick. C'est donc sur les conseils de sa mère et de sa tante qu'Arthur va prendre une décision lourde de conséquences. Replanter Excalibur dans son rocher. Le but étant de regagner la confiance du peuple pour affirmer qu'il n'y a qu'un seul élu des dieux et qu'il s'appelle Arthur Pendragon. Tout le monde peut donc tenter sa chance et c'est le défilé des glandus qui commence. Mais pendant ce temps, Arthur perd de plus en plus foi en son destin. Ben peut-être, n'empêche que moi, je préfère quand même qu'on s'évoue le roi. Arthur finira par retourner au rocher pour retirer Excalibur, mais il y renoncera au dernier moment, faisant croire à tous qu'il a échoué sous le regard désespéré de la Dame du Lac. Arthur n'a plus la force d'être roi, malgré le fait qu'il soit le seul en capacité d'assumer cette responsabilité. C'est le père Blaise, celui qui est justement chargé de transmettre la légende, qui sera le premier à réaliser la catastrophe que l'absence d'Arthur va engendrer, car pour s'en rendre compte, il fallait avoir une vision d'ensemble de la situation. Bon, je vais être bien clair. Si Arthur n'accepte pas de venir nous aider à régler les trucs en cours, on est vraiment dans la purée. Pour la première fois, Arthur refuse d'aider qui que ce soit. Cette décision sonne comme une revanche. Il décide de faire ce que tous ont fait pendant des années, c'est-à-dire rien du tout. Mais pour un homme comme Arthur, qui a toujours été au cœur de l'action et des prises de décision, c'est totalement nouveau d'avoir en quelque sorte du temps libre. Il réalise qu'il n'a pas vraiment de loisirs ou de passion, en même temps il a consacré toute sa vie à la quête du Graal, et son attitude pourrait presque apparaître comme une forme de régression. J'aime bien bouffer. Oui, non mais d'accord. Vous allez pas passer vos journées à bouffer, si Ah bah non. Je vais faire moitié bouffe, moitié plumard.
Arthur avait besoin d'un but et c'est Guenièvre qui va finalement le mettre sur la voie. Dans les bonus du livre 5, Alexandre Astier dit qu'il a toujours voulu des enfants et qu'il n'aurait pas pu vivre sans enfants. Dans le livre 5, c'est donc sa propre peur qu'il a mis dans Arthur, la peur de ce qu'il aurait pu devenir s'il n'avait pas eu d'enfants. C'est le thème du livre 5, et là, Arthur réalise qu'il ne sait même pas s'il a des enfants. Mais pour la première fois, il exprime son désir d'avoir une descendance. Et libéré de toutes ses responsabilités, il décide d'y consacrer tout son temps et toute son énergie. C'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je parte. Il faut que je trouve mes enfants. Il n'y a plus que ça qui m'intéresse. Arthur part donc sur les routes en compagnie de Guenièvre, abandonnant Kaamelott aux mains de Léodagan. Sa relation avec Guenièvre devenant de plus en plus tendre. Je trouve qu'on reste loin d'une relation amoureuse, car à mes yeux, elle se comporte davantage comme un frère et une sœur, mais chacun est libre d'y voir ce qu'il veut, car le principal, c'est qu'ils deviennent de plus en plus proches. Mais quoi? Bon, allez. Mais non, mais quoi, allez, vous en voulez ou vous en voulez pas? Oh. On découvre pour la première fois sa demi-sœur Anna qui lui exprime toute sa haine et son mépris, le désignant responsable des actes de son père. Une fois de plus, Arthur est victime d'événements sur lesquels il n'a aucun pouvoir. Guenièvre se montrera particulièrement forte et courageuse, allant même jusqu'à sauver la vie d'Arthur. Et en assommant Anna et Lot, Guenièvre le libère d'un passé qu'il n'avait pas choisi. C'est la mort du petit bâtard. Ça lui apprendra à désobéir à sa grande sœur. Si elle sera un réel soutien pour lui durant une partie du voyage, elle est finalement contrainte de s'arrêter. Leur dernier échange nous montre qu'Arthur commence à perdre espoir et pourtant, c'est seul qu'il reprend sa quête. Bien qu'il considère que ce serait injuste qu'il n'ait pas d'enfant, il a aussi bien conscience que la vie est trop absurde pour être juste. En tout cas, vous le méritez. Ah, parce que vous pensez que ça se mérite? Pour quelqu'un pour qui ça compte comme ça, ce serait tout de même justice que vous en ayez. Donc on est d'accord, ce serait injuste que j'en ai pas. Avant que Guenièvre ne s'arrête, Arthur avait d'abord pensé à aller voir Madène, une paysanne qui lui avait dit qu'elle était enceinte de lui. Alors je ne vais pas m'étendre trop longtemps sur l'épisode de Madène, car je lui ai consacré sa propre vidéo il y a peu, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller y jeter un œil. Je vais simplement préciser pour ceux qui n'auraient pas été attentifs que non, Madène n'était pas enceinte d'Arthur et que de toute façon, l'enfant n'avait pas survécu. Une première désillusion pour Arthur. Bah quoi? Non mais c'est triste. Bah oui, c'est pas bien marrant, mais c'est la vie. Il vaut mieux penser à ceux qui restent que ceux qui restent pas. Sur les dires de Guetno, qui prétend avoir vu l'une de ses maîtresses enceinte, il se met à la recherche des jumelles. Encore une fois, il ne trouvera pas ce qu'il était venu chercher, mais fera la rencontre du pêcheur, le père d'Asilis et Toumet. Un homme rongé par l'inquiétude de ne pas voir son fils revenir de la pêche depuis 14 ans. Ah oui, ça commence à faire long. Hein. Oui. Je ne me rends pas compte. Si on retient souvent que cette plage est à la fois celle par laquelle il est arrivé en Bretagne et celle par laquelle il s'en est enfui, je trouve qu'on a tendance à oublier que c'est sur cette plage qu'il a décidé de rentrer à Kaamelott, abandonnant sa recherche de descendance. Si jamais la théorie d'Aconia enceinte s'avère juste, et là si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir ma vidéo sur Méléagan, où j'avais émis l'hypothèse selon laquelle Aconia était partie en Macédoine en portant l'enfant d'Arthur, et bien si cette théorie s'avère exacte, alors il partait dans la bonne direction. Il a simplement baissé les bras trop tôt. Mais les événements l'amèneront tout de même à poursuivre sa quête de descendance là où il l'avait arrêté, car c'est par cette plage qu'il retournera à Rome. Mais je m'égare. C'est vous qui avez demandé un guide? Ouais, j'arrive. C'est au moment de quitter cette plage qu'Arthur fera la rencontre de Méléagan, qui le mènera auprès de son père adoptif, Anton. Car le livre 5, c'est la saison des pères plus que celle des enfants. On a Arthur qui ne sait pas s'il a des enfants, le pêcheur qui s'inquiète de l'absence de son fils, et Anton qui était devenu le père d'un enfant qui n'était pas le sien et qu'on a fini par lui enlever. Ce sont tous les malheurs des pères qui sont représentés dans le livre 5, et on peut voir que le plus grand de ces malheurs, pour chacun d'eux, c'est l'absence de leur enfant. Je ne vais pas parler en détail de l'épisode d'Anton, car je l'ai déjà fait pour son analyse de personnage. Arthur se retrouve simplement confronté à un passé qu'il avait oublié, découvrant un homme souffrant de l'absence d'un enfant qu'il a aimé, tout comme Arthur souffre de l'absence d'un enfant qui n'existe peut-être pas. On picole, et on augmente les doses, mon petit. On accélère le processus. On arrive enfin à la dernière escale du voyage d'Arthur, le camp des saltimbanques. Si la scène du garçon qui criait au loup sur les planches du théâtre est longtemps restée très obscure pour moi, je pense avoir enfin trouvé un début d'interprétation. Dans Kaamelott, Arthur est comme un berger, chargé de protéger son troupeau, chargé de protéger la dignité des faibles. Mais quand il a décidé de faire croire à tout le monde qu'il ne pouvait pas retirer l'épée, il s'est comporté comme le garçon qui criait au loup. Ce mensonge pourrait être lourd de conséquences. Le jour où il décidera de retirer l'épée, les autres le considéreront-ils toujours comme un roi digne de confiance? Ou pire, peut-être que les dieux ne lui permettront
permettront pas de retirer l'épée pour le punir de son mensonge. Et si en refusant d'assumer ses responsabilités, Arthur était passé du rôle de berger, c'est-à-dire le héros de l'histoire, au rôle de grand méchant loup. Bref, ce ne sont que des pistes de réflexion, et si vous avez une meilleure interprétation, j'ai hâte de la lire dans les commentaires. Mais la scène la plus importante, selon moi, c'est celle avec Prisca, quand Méléagant la manipule pour lui faire dire à Arthur qu'il est infécond. Alors il y a deux possibilités, soit c'est la vérité, soit c'est un mensonge. Pour ma part, je suis persuadé que c'est un mensonge, et qu'Arthur n'est pas vraiment infécond. Mais quoi qu'il en soit, cette révélation faite par Méléagant a pour unique objectif de précipiter davantage le naufrage d'Arthur. Alexandre Astier a mis dans Arthur sa plus grande peur, celle de ne pas pouvoir devenir père. Et c'est bien cette peur qui va l'amener jusqu'à sa tentative de suicide. Vous regarderez les gens. Vous regarderez les choses. Rien ne sera plus triste que vous. En arrivant à Camelot, la première chose à laquelle Arthur est confronté, c'est la fameuse jatte. Cette jatte qui est passée de main en main parce que tout le monde pensait que c'était une couronne, signe d'autorité et de pouvoir. Alors je sais que beaucoup d'entre vous pensent que cette jatte est en fait le Graal. En tout cas, c'est une théorie qui circule pas mal sur internet. Eh bien sachez que je ne crois absolument pas à cette théorie. Je pense plutôt que cette jatte est simplement une métaphore de l'absurdité du pouvoir. En l'absence d'Arthur, ceux qui ont voulu jouer au chef ne savaient pas du tout comment s'y prendre, allant même jusqu'à se mettre une jatte sur la tête. Alors qu'Arthur a reconnu que ce n'était pas une couronne dès le premier coup d'œil, car il sait ce que c'est le pouvoir. Et le fait qu'il soit le seul à reconnaître que c'est une jatte montre qu'il est le seul capable de gouverner, car il a bien conscience de l'absurdité du pouvoir. C'est pas une couronne, c'est une jatte. Ça se présente comme ça. C'est une très belle jatte, très jolie, ça reste un magnifique cadeau, simplement. C'est une jatte. S'ensuit la scène du discours d'Arthur autour de la table ronde. Une table ronde qui, elle aussi, est devenue absurde, composée d'incompétents qui ne sont même pas tous chevaliers, et présidée par Caradoc, le roi des incompétents. Malgré les années et les nombreux visionnages, cette scène reste à mes yeux l'une des plus percutantes de toute la série. Quand Arthur dresse la liste de tout ce qu'il a fait pour la quête du Graal, réalisant que ce n'était pas assez, mais qu'il ne pouvait pas faire plus. Il veut simplement qu'on reconnaisse ce qu'il a fait, au moment où lui-même admet enfin son échec. Mais la réponse de Perceval, à la fois absurde et pleine de bon sens, ne vient que soulever l'impression que tout ça n'a servi à rien, car il est extrêmement difficile d'expliquer les choses aux cons. Arthur n'a pas réussi à rétablir la dignité des faibles, il ne les a pas menés jusqu'au Graal. Et si même lui n'y croit plus, alors ça pourrait être la fin de sa quête. J'ai raté, mais je veux pas qu'on dise que j'ai rien foutu. Parce que c'est pas vrai. Non, mais sire, faut pas prendre ce qu'on dit au sérieux. Vous savez bien qu'on est des cons, nous. Arrêtez de m'appeler sire. Arthur entrera donc dans cette baignoire après avoir réalisé que Guenièvre avait toujours été là pour lui, contrairement à lui qui n'avait pas su être là pour elle. Quand Lancelot arrive, bien décidé à éliminer Arthur, la porte de la salle de bain est fermée. Guenièvre sera la première à lui tenir tête, prouvant qu'elle l'a enfin oublié. Bohort, dans un élan de courage et de bravoure, s'opposera lui aussi à Lancelot, nous montrant qu'il a su s'améliorer en l'absence d'Arthur, comme si les enseignements de ce dernier avaient finalement porté leurs fruits. Mais Lancelot réussira à entrer, découvrant Arthur dans sa baignoire, après qu'il ait tenté de mettre fin à ses jours. Lancelot a sauvé Arthur grâce à la routine de guérison des plaies. On peut donc dire que c'est grâce à la Dame du Lac qu'il a pu le sauver. Je ne sais pas si les dieux ont abandonné Arthur, mais en tout cas la Dame du Lac n'a jamais cessé de veiller sur lui. Alors certains y verront un plan divin, comme si tout était prévu depuis le départ, tandis que d'autres n'y verront que le fruit du hasard, car la vie n'est qu'un concours de circonstances. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, la quête d'Arthur n'était pas encore terminée. Dans le dernier épisode du livre 6, on retrouve Arthur, plusieurs mois après sa tentative de suicide. Il n'a pas réussi à triompher de sa dépression et est resté cloué au lit, incapable de se nourrir pour récupérer des forces. Et ce malgré les efforts de Merlin, qui bien qu'incompétent dans certains domaines, s'est toujours avéré être un excellent guérisseur. Le problème ne vient pas de Merlin, il vient d'Arthur qui a abandonné. Et voilà, il s'endort maintenant. Non mais attendez, mais moi je peux pas tenir des conversations longues comme ça, j'ai les yeux qui se ferment tout seuls. Sire. Chut. Sire. Chut. Mais vous, chut.
Fidèle au poste, le père Blaise est présent à ses côtés pour rédiger sa biographie. Arthur a toujours eu à cœur de transmettre la légende aux générations futures, mais sa tentative de suicide mérite-t-elle d'être racontée? Arthur semble penser que non, contrairement à Alexandre Astier qui a toujours dit qu'il aimait les héros qui se découragent par antagonisme aux héros des films épiques ou de la légende arthurienne, qui peuvent échouer sur des choses nobles mais jamais sur leurs convictions ou sur leur volontarisme. Décidément, les bonus du livre 5 étaient particulièrement riches en enseignements. Les héros qui ne doutent jamais ne sont pas humains, c'est pas ça la réalité. Arthur a simplement posé le pouvoir durant le livre 5, il a fait une pause. Et on a tous besoin de faire des pauses dans la vie. L'important c'est pas de tomber, on est humain, c'est normal de se casser la gueule. Ce qui compte c'est comment on compte se relever. Alors il était important que Kaamelott nous montre un vrai héros, avec ses doutes et ses faiblesses. Un héros comme nous, tout simplement. Il va falloir qu'on l'évoque à un moment ou à un autre. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Bah oui, pourquoi? Est-ce qu'on est bien sûr que c'est une chose à transmettre aux générations futures, ça? Pour la première fois, on assiste à un réel moment de sincérité entre Arthur et Guenièvre. Il lui avoue son premier mariage et l'invite à connaître la vérité, la considérant enfin comme faisant partie de son histoire. Sous le regard humide de sa mère, inquiète de perdre son fils. Lisez-le, quand même, quand je serai mort. Y a rien de... voilà. Mais... c'est pas plus mal de savoir. Caradoc redonne le pouvoir à Arthur, contrairement à lui, il a le choix, car ce n'est pas son fardeau. Mais Arthur n'est pas prêt et il le transmet à Lancelot, espérant qu'il réussisse là où lui-même pense avoir échoué. Vous vous souvenez de l'époque où vous croyez aux mêmes choses que moi? On va faire comme si s'était rien passé depuis. Et vous allez faire ça. Un échange étrange avec sa demi-sœur Anna, qui continue de s'enfoncer dans la haine et la rancœur. Elle lui reproche sans cesse les fautes de son père, comme si elle faisait un transfert sur Arthur. Et quand je l'entends émettre la possibilité qu'Arthur ait envie de coucher avec elle, je ne peux m'empêcher de me demander si Uther n'aurait pas violé Anna à l'époque. Ce ne sont que des suppositions, mais ça pourrait expliquer son attitude vis-à-vis d'Arthur. C'est pas moi qui ai tué votre père, c'est mon père qui a tué votre père. C'est un pendragon, c'est pareil. De toute façon, vous faites tout comme lui. Ça vous ferait plaisir de coucher avec votre demi-sœur? Honnêtement, je crois pas. Pourtant, vous y viendrez. Bohort est peut-être le personnage le plus surprenant de cette fin de série. Il semble enfin prêt à assumer son rôle de chevalier, mais maintenant qu'il est prêt, c'est Arthur qui ne l'est plus. Chut. Et évidemment, Perceval. Je suis dans l'espace avec un vieux. Ça a toujours été votre truc, ça, l'espace. Et les vieux, il y en a toujours dans vos histoires à vous. Le rêve d'Arthur sonne comme une tentative d'interprétation de la quête du Graal. C'est un rêve donc ce n'est pas réel. La quête du Graal n'est peut-être pas la quête d'un objet, mais plutôt une quête initiatique. Tous les suicidés sont le Christ, toutes les baignoires sont le Graal. Arthur a consacré sa vie à rétablir la dignité des faibles. C'était ça son Graal. Pour finir par se sacrifier, nous rendons tous coupables de son échec, comme l'atteste l'inscription gravée au fond de sa baignoire. Vous m'avez bien cassé les couilles. Arthur finira par s'endormir après avoir été bordé par Perceval, un geste particulièrement tendre qui tranche avec la distance des précédentes visites, comme un fils venu prendre soin d'un parent malade. Mais Lancelot a recroisé la route de Méléagant et compte faire table rase. Tous les chevaliers sont pourchassés, Arthur est en danger. Contre toute attente, c'est Vénèque qui viendra au secours d'Arthur, démontrant au passage qu'il avait eu raison de composer avec tous depuis toutes ces années. Car Vénèque, qui est aux antipodes des principes de la chevalerie, a su s'améliorer au contact d'Arthur, pour agir en héros le moment venu. La scène des bandages ne vient que renforcer l'importance des enfants pour Arthur, son obsession à vouloir montrer le bon exemple, cachant ses failles et ses faiblesses. Mais quand il dit « je suis le roi Arthur », on comprend qu'un héros est en train de renaître. Vénèque l'accompagne sur cette plage, dans ce bateau, il est temps qu'Arthur reprenne sa quête. Je pars pas sans bandage. Si on croise un gamin, je veux pas qu'il tombe dessus. Je suis le roi Arthur. Je me désespère pas. Jamais je perds courage. Je suis un exemple pour les enfants. Arthur arrive à Rome dans la Villa Aconia, un endroit sûr où il pourra reprendre des forces. Il retrouve la robe rouge de son premier amour et tout semble indiquer que sa quête devra le mener jusqu'à elle. Les images d'Arthur enfant, d'Arthur romain et du roi Arthur se succèdent à l'écran. Ce sont tous les événements qui ont eu lieu entre ces époques qui ont amené Arthur là où il est aujourd'hui. L'histoire n'est pas finie, elle ne fait que commencer. Souvenez-vous, c'est Alexandre Astier qui a dit qu'il fallait d'abord montrer des gens faibles avant d'en faire des héros. Alors en effet, tout semble indiquer que bientôt, Arthur sera de nouveau un héros. Le premier film Kaamelott approche à grands pas et j'ai hâte de connaître la suite de l'histoire. En attendant, j'espère que cette trilogie de vidéos consacrée à Arthur vous a plu. Je suis très curieux de lire vos retours dans les commentaires et qui sait, peut-être que ça me donnera des idées pour une 4e partie. En attendant, n'oubliez pas que chaque personnage mérite qu'on en parle, si on prend la peine de voir l'histoire de son point de vue. C'est maintenant chose faite pour Arthur dans Kaamelott.
Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. C'est la fin de cette trilogie de vidéos. J'espère que ça vous a plu. Pour me le faire savoir, c'est simple, il suffit de partager cette vidéo, de laisser un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche. Vous trouverez dans la description mon Tipeee pour me faire un don si le cœur vous en dit, ainsi que mon Utip pour soutenir gratuitement la chaîne en m'attendant quelques publicités. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, Facebook et Instagram. Comme d'habitude, je remercie Tostadora pour m'avoir offert ce t-shirt, il y a aussi un lien et un code promo dans la description. Sur ce, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Non mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça?